Saviez-vous que l'homme appartient au groupe de primates connu sous le nom de grands singes? Les premiers singes sont en effet apparus dans le monde il y a environ 25 millions d'années. Aujourd'hui, le groupe de primates connu sous le nom de grands singes est divisé en 4 grandes familles. Les gorilles, les chimpanzés, les orang-outans et les humains. Ce sont nos plus proches voisins du règne animal. Ils partagent un ancêtre commun et entre 95 et 98,5% de notre ADN. Aujourd'hui, les gorilles et les chimpanzés sont en difficulté. Les populations de gorilles de l'Est et de l'Ouest sont en déclin et l'Union internationale pour la conservation de la nature les a classés dans la catégorie des espèces en danger critique d'extinction. Les chimpanzés et les bonobos, une espèce apparentée, sont également confrontés à un déclin similaire de leur population et sont classés comme étant en danger. Alors, qu'est-ce qui rend les gorilles et les chimpanzés différents et à la fois semblables de nous? Où vivent-ils? Comment vivent-ils? Quelles sont les menaces qui pèsent sur eux? Pourquoi devrions-nous les protéger? Et surtout, comment pouvons-nous faire pour les protéger? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles l'équipe de Wild Cameroon va tenter de répondre tout au long de cette émission avec l'aide de nos invités en studio. Mais tout d'abord, nous vous invitons à découvrir cette courte vidéo réalisée par White Aid sur 2 éco-gardes, Jonathan et Jacob de la WCS, qui ont décidé de travailler à la protection des gorilles de Cross River dans l'état de Cross River au Nigeria, à la frontière du Cameroun. Walking in this area where gorillas are has actually made me to become more friendly with the gorillas. And I think I cannot separate myself any longer from them. Walking in the forest is like saving lives, because the trees are saving lives. The wildlife therein are being saved. I feel excited when I think that I'm saving lives. Mbe Mountain is a community wildlife sanctuary surrounded by 9 villages. These communities came together with the support of our Wildlife Conservation Society to preserve the forest and the wildlife in there. I work with a team of 16 eco-guards and we organize patrols. Basically, we do law enforcement and wildlife monitoring, specifically gorilla monitoring. Localization again on mountain forest. What makes this forest unique, most especially, is the gorillas. It makes me happy to be among those that are protecting the gorilla in Mbe Mountain. The Cross River gorilla is the rarest of all the 4 subspecies of gorilla, and they are found only in Nigeria and in Cameroon. Their population was depleted by intense hunting in the past. People hunted gorillas for meat, but also for cultural reasons. And their population just really dropped to about 300 individuals that we have now. The major challenge is hunting. We used to have this seasonal migration of elephants, but today we no longer have it. The giant pangolin, this is something I saw when I was young. I don't know when was the last time. Each time I think about it, I feel like crying, I feel like weeping. If I'm put in a position, I should ban bushmeat completely. The more they kill and they sell to buyers, the more it gives them strength, energy to come in and hunt for bushmeat. If we can control this from the top,
the markets where they sell this wildlife. I think it will go a long way in helping us to do the work better. Some people will say, I like eating bushmeat, but how can you eat what you don't have? How can you eat what you don't grow? You don't support their growth in any way. If we continue killing them indiscriminately and eating them the way we are eating, then tomorrow we'll not have them again. Nature is not a thing we can manufacture. Everything that is here is intact for every one of us. Why are we against wildlife? If we support conservation of gorilla in Mbe Mountain, I know there will be a lot of opportunity for my people. When I bring out the memory card from my camera trap and I take it to office, we see this kind of wonderful picture of gorilla. There were like 12 in numbers with more babies than adults, and this photo went viral. We celebrate it in our own office first, that yes, we are progressing. It was so exciting. If we let the gorillas go extinct, we can never have that again. Someday, my child will ask me, Daddy, you were part of this, and what did you do during your days? That is one of the reasons that makes me to work harder to see that this will remain. And I will not just tell the story, I'll say, come and see it. This is our heritage. This is our treasure. It's something that we need to protect. Bienvenue à White Cameroon. Tout d'abord, souhaitons la bienvenue à nos invités. À mon extrême droite, nous avons Monsieur Amadou Ngou. Il est membre de l'Association camerounaise de primatologie et ingénieur des eaux et forêts. Nous avons à ma droite la plus proche, Dr Luc Rosselin Tédonzon, spécialiste en écologie des grands singes, membre du groupe de spécialistes des primates de l'UICN. Et enfin, à ma gauche, nous avons Monsieur Até Wilson. Il est vétérinaire des primates au jardin zoologique de Limbe. Commençons par Monsieur Ngou. Pourriez-vous commencer par nous parler un peu des grands singes et de ce qui les rend spéciaux? D'accord, merci pour la question posée. Je remercie WildAid pour l'émission organisée sur les grands singes. Moi, c'est Amadou Ngou, ingénieur des eaux et forêts. Parlant des grands singes, si on parle déjà des grands singes, ça veut dire qu'il y a aussi les petits singes. Les singes, de manière générale, forment l'infraordre des simiformes. Et au niveau des simiformes, on a deux superfamilles, notamment les hominidés et les cercopitidés. Au niveau dans les cercopitidés, c'est là où on va retrouver les petits singes. Là, les grands singes vont appartenir à la famille des hominidés. Donc, s'il faut définir les grands singes, ce sont les singes qui appartiennent à la famille des hominidés, mais caractérisés par l'absence de queue. Donc, tout singe ayant déjà une queue ne fait pas partie des grands singes. Donc, parmi les grands singes, c'est là où on va retrouver les gorilles, les chimpanzés, les orang-outans et les gibbons. Ça, c'est ce qu'on appelle grands singes, s'il faut rester dans la définition des grands singes. Donc, la disparition de la queue, ça fait partie de l'évolution. En Afrique, on estime cela à 25 millions d'années où la queue a disparu chez les grands singes pour former ce qu'on appelle le coccyx. Donc, s'il faut rester sur les grands singes, voilà, de manière brève, c'est qu'on peut dire des grands singes. Mais vous avez également évoqué des petits singes. Par rapport justement à ces différents types de singes, en tant qu'être humain, qu'est-ce que nous avons en commun avec eux? Bon, ce qu'on a en commun avec les singes, c'est il faut déjà comprendre sur le plan physique et même anatomique, les grands singes en particulier. Sur le plan physique, nous allons voir peut-être chez les gorilles ou les chimpanzés la présence des yeux, du nez, les oreilles, la présence de la main aussi avec les ongles que nous avons. Donc ça, c'est déjà des caractères qui nous rapprochent de ces singes sur le plan physique. Également sur le plan anatomique, on a des similarités très, très étonnantes. Par exemple, chez le chimpanzé, qui est le grand singe le plus proche de l'être humain, on va observer que le chimpanzé a 98,4%
88% du matériel génétique qu'ils partagent avec l'homme, soit juste une différence de 1,2. Ça veut dire que le chimpanzé, vraiment, on peut dire entre guillemets que c'est le plus proche de l'homme. Chez le gorille, on va observer pratiquement la même chose, avec 98,43% du matériel génétique que les gorilles partagent avec les êtres humains. Donc, on essaie déjà de voir ce partage, ce lien entre l'être humain et les grands singes. De même chez les orang-outans, c'est pratiquement la même chose, 97% du matériel génétique partagé entre les orang-outans et les êtres humains. Donc, si faire être bref, c'est pour dire que les grands singes, sur le plan physique, sont vraiment proches des hommes. On va dire que ça, c'est l'homme en retard, s'il faut le dire. C'est l'homme en retard, c'est ce qu'on peut retenir. Peut-être faudrait prendre également l'avis de M. Wilson, qui, on rappelle, a travaillé avec, du moins, a été le vétérinaire de ces grands singes pendant 28 ans de votre vie. Alors, M. Wilson, vous considérez les grands singes comme vos petits bébés. Vous avez choisi de consacrer toute votre vie à soigner les grands singes, parce que quand on voit 28 ans, c'est toute une vie. Et ces singes qui ont été pour la plupart victimes du braconnage au jardin zoologique de Limbe, autant pour moi. Pouvez-vous nous parler de votre relation unique que vous avez avec ces grands singes-là qui sont vos bébés, et en particulier les raisons de votre dévotion à ce métier-là? Thank you for having me on coming from the Limbe Zoological Garden. I worked so long with the great apes, and I'm very happy. And my secret with them is that I really love them, and I used to sleep together with them on the same bed. So for that reason, I developed this special care for them and love for great apes. I cannot be for 2 or 3 days without seeing them. Most of my life, for the 28 years I've been at the Limbe Zoological Garden, Limbe Wildlife Center, I've worked with great apes, gorillas, and chimpanzees. They are very special. Genetically, they are 98.6% like human. And I used to tell people, if you take the blood of the chimpanzee or gorilla, you will not find any difference with the human own. I call them bush people. We are not just animals the way we think. Great apes, the name great tells you something, that there's something special in them. If you look at the 5 fingers they all have, they are similar to us. If you look at the eyes they have, they are like us. When you look at their body structure, there is no change. And I used to sleep together with these babies, and I used to ask myself, why would somebody kill a huge animal like this? And we discover for every one chimp or gorilla killed, or we see the baby, it tells us they have killed more than 5 of such species. But when we see one baby chimp, a chimpanzee cannot give his baby to you. Very rare. Like you cannot give your baby to a chimpanzee. A gorilla cannot hand his baby to you. So when we see one baby gorilla, we know you must have killed more than 1 or 2 or 3, 5 gorillas, which is very bad. So they are very like us. They are the same like us. Yes. Consider them the same like us. OK. Mr. Ngo, pouvez-vous nous parler un peu des grands singes qui existent au Cameroun et surtout où est-ce qu'ils sont localisés exactement? Parlant des grands singes au Cameroun, tout à l'heure j'ai mentionné le fait qu'il existe de manière générale dans le monde. Oui. Bon, moi je dirais 5 espèces de grands singes. L'homme en tant que grand singe, mais dans le monde sauvage, on va parler de 4 espèces de grands singes, à savoir les orang-outans, les gibbons, le chimpanzé et le gorille. D'accord. Mais au Cameroun, on n'a que 2 espèces de grands singes. Et ces 2 espèces de grands singes, chacune des espèces de ces grands singes possède encore 2 sous-espèces. Donc, par exemple, on a le gorille au Cameroun, on a 2 sous-espèces de gorille au Cameroun. Le gorille de Cross River et le gorille de l'Est. On a également 2 sous-espèces de chimpanzés au Cameroun. Le chimpanzé commun, qu'on appelle le chimpanzé d'Afrique centrale, et le chimpanzé Elliot ou chimpanzé du Nigeria-Cameroun. Donc voilà les 2 sous-espèces, les 2 espèces de grands singes au Cameroun et les 4 sous-espèces. Qui, on rappelle, sont localisés au niveau de la frontière entre le Nigeria et le Cameroun. Et dans la région de l'Est.
Non, pas dans la région de l'Est. Ça. Quand je parle du chimpanzé commun, c'est le chimpanzé qu'on va retrouver au niveau de la partie centre, non, pas centre, sud, est du Cameroun. Centre, sud, est du Cameroun. Ok. Parce que la Sanaga constitue une barrière géographique entre les deux sous-espèces. Ok. Donc la sous-espèce qui se trouve au niveau du sud ne va pas se retrouver de l'autre côté de la Sanaga. Bon, c'est un peu ça. D'accord. Monsieur Tedonzon, voulez-vous ajouter un élément de réponse à ce qui a été dit? Merci déjà pour l'invitation. Je voulais ajouter que les grands singes en Afrique déjà sont distribués sur la partie tropicale. Donc, au Cameroun, nous avons la sous-espèce de gorille, gorille de plaine de l'Ouest et gorille de Cross River. Et aussi, le gorille, le chimpanzé, j'ai à Cameroun, comme il est dit, et le chimpanzé du centre. En Afrique de l'Ouest, on a juste les chimpanzés. On n'a pas de gorille en Afrique de l'Ouest. Et en Afrique de l'Est, on a deux sous-espèces de gorille qui se retrouvent en Afrique de l'Est et deux sous-espèces de chimpanzés. Et donc, nous avons donc ici au Cameroun ces gorilles et chimpanzés qui sont distribués dans la partie tropicale. Nous n'avons pas de grands singes dans la partie septentrionale du Cameroun, uniquement dans la partie tropicale des zones forestières. Donc, concernant la distribution des grands singes, voilà un peu la partie où nous pouvons trouver les grands singes au Cameroun. Et en battant, donc, nous pouvons dire que les grands singes en Afrique sont, je peux dire, endémiques aux forêts tropicales. Justement, par rapport à cette localisation-là, concernant la zone tropicale, quelles sont les menaces qui peuvent peser sur les grands singes? Et en quoi est-ce qu'ils sont vulnérables? Parce qu'il faudrait le savoir pour mieux les protéger. Nous disons qu'il faudrait savoir tout ça. Justement, déjà, leur zone de distribution peut déjà nous informer sur les menaces qui peuvent peser sur elles. Donc, ces espèces donc, qui ne sont localisées qu'en zone tropicale en Afrique, déjà, vous voyez que si la zone tropicale informe leur habitat, nous comprenons donc que la disparition de la destruction des forêts tropicales est déjà de facto une menace pour ces espèces parce que si nous détruisons les forêts tropicales, ces espèces n'ont plus D'accord. Si nous détruisons nos forêts tropicales, il serait difficile pour ces espèces-là de se loger, donc elles pourraient disparaître. Alors, Monsieur Wilson, pourriez-vous nous dire comment est-ce que nous pourrions sauver les grands singes au Cameroun et pourquoi? Why should we protect big apes in Cameroon? They are unique. They are flagship species of the world, and we need to protect them. They play an important role in an ecosystem. They play an important role in the wild. They are responsible for seed disposal, making us to have new trees where it was supposed not to be. They help a lot, and without them, you will see that some of the forests will not be there for us, and it is very, very important. Great apes are very special. They bring in income into the country through tourism, so it is paramount important for us to protect great apes. Ecotourism can be boosted when we protect important flagship species like the great apes. So I think we should protect them very much. Donc, les grands singes jouent un rôle important au sein de notre écosystème et l'écotourisme serait un moyen également de les sauver. C'est bien ce que vous êtes en train de dire. Docteur Tedonzon, donc, quel est le rôle écologique des grands singes dans la nature? Et surtout, serait-il important qu'ils disparaissent? Cette préférence. Les grands singes bénéficient déjà de l'écosystème dans lequel ils vivent. Et en retour, ils jouent un très grand rôle. Des études scientifiques ont montré que les grands singes dispersent la plupart des graines provenant des fruits qu'ils consomment. Parce que le régime alimentaire des grands singes est essentiellement constitué de fruits, bien qu'on a un grand pourcentage qui est constitué de fruits et des herbacées. On a un très grand pourcentage qui est constitué de fruits. Et en retour, en consommant ces fruits, ces espèces dispersent les graines
qui proviennent de ces fruits parce qu'ils avalent ils avalent les fruits qui sont dans qui traversent le tube digestif. Et dans le tube digestif, il y a des transformations ces graines subissent de la chaleur. Et lorsque les déjections sont faites, ils déjectent à des endroits spécifiques parce que leurs nids, par exemple, sont localisés à des endroits bien précis. Les grands singes tombent à des endroits précis. Ils choisissent des habitats dans lesquels ils font leur nid. Les chimpanzés dorment sur des arbres. Ils choisissent des types d'arbres, ils choisissent des types d'habitats dans lesquels ces arbres se mettent. Les gorilles sont de même. Les gorilles nidifient, par exemple, là où il y a les trouées, là où les arbres sont tombés. Et donc, en nidifiant là-bas, ils laissent des déjections. Et ces déjections contenant des graines qui vont pousser et régénérer par la suite. Les études ont montré donc les graines qui passent par le tube digestif des grands singes ont un plus fort pourcentage de germer et de résister et de devenir un arbre comparé aux espèces qui ne sont pas passées dans le tube digestif de ces animaux. En plus aussi, on démontre que les fruits, les espèces de fruits qui t'achètent, les graines qui tombent en dessous des arbres ne germent pas. Ça veut dire que l'action de consommer ces graines et de déplacer ces graines d'un endroit de l'arbre parental à un autre endroit est déjà un facteur écologique qui favorise la germination de ces graines-là. Donc, ces espèces-là sont d'une importance très capitale dans l'écosystème. Ils dispersent même les arbres qui sont exploités pour le commerce. Ça veut dire que si ces espèces disparaissent, nous avons déjà même des espèces commercialisées d'arbres qui, de manière par exemple, que dit que pour eux disparaissent aussi. Donc, parce que on n'a pas encore démontré que ces espèces vont disparaître, mais écologiquement, il est démontré que ces espèces pourraient disparaître à la longue si à jamais les grands. Donc, ils sont un enjeu stratégique en ce qui concerne la constitution de nos forêts aujourd'hui et même à l'avenir. Justement, ils font partie mais dont ils contribuent à la régénération de ce même système. D'accord. C'est justement l'occasion de parler de la façon dont nous pouvons sauver les grands singes au Cameroun. Alors, nous prenons M. Mbou, mais aussi M. Tédézon. Quelles sont vos différentes propositions? Moi, je dirais, pour sauver les grands singes au Cameroun, certes, le braconnage, c'est un phénomène très complexe et difficile à neutraliser. Je reviens toujours sur la sensibilisation à grande échelle, même au niveau des gouvernements qui regorgent ces grands singes, même au niveau des autorités, judiciaires, même des autorités douanières et frontalières qui doivent comprendre cela, puisque le trafic se passe à différentes échelles. Justement, pour mieux comprendre, par rapport au braconnage que vous évoquez, pourquoi ces grands singes sont braconnés? Moi, je dirais la première cause du braconnage, c'est d'abord à but alimentaire. Première des choses, médicinale, commerciale. Étant donné que la demande est élevée sur le marché, on vend plus cher, ça encourage les braconniers à exercer plus de pression. Mais d'où vient cette demande alors qui s'élève de jour en jour? La demande, ça peut être au niveau local, au niveau national, même au niveau international. Ouais. C'est un peu ça. D'accord. Monsieur Wilson, vous voulez rajouter quelque chose? Pourquoi est-ce que les grands singes sont braconnés? D'où vient la demande? A lot of people are killing these animals because they want to sell for business, want to commercialize it, so that people can be able to have money. That's one of the reasons. Sometimes they are killing because they need protein from the bush meat. And sometimes people just feel that they have the prestige to eat bush meat because it is special. And sometimes like they value it more than cow meat because they don't bigly see bush meat. So when they see it, they value it not as that. And some cultures even consider some kind of animals to be special animals to them. And when it is killed, they even bring it to the chief, who will not even crown the hunter.
encouraging them to go for more, which is not good. The paramount reason in the rural area is that they are killing because they want to get closer. Meanwhile, people leave the city and ask for these animals to be brought to the city because they want to taste, they want to eat. So the commercial business is doing well because people are able to go and buy from the rural areas, which is not good. If people from the cities were not eating this bush meat, we would have not been having animals being in danger. Great apes would have not been in danger. They are becoming in danger now because people are actually eating them in cities and in villages. Est-ce possible d'empêcher les gens de le faire de manière drastique, de les consommer, parce que c'est vraiment grave. S'ils disparaissent, comme l'a si bien précisé M. Tedonzon dans son propos au niveau des forêts, ils jouent un rôle essentiel. Yes, it is possible to reduce the killing of great apes, because when we say stop, it is difficult because sometimes people sneak out in the night and go hunting. They go poaching, which is illegal. And it is only through education that we can achieve to sensitize people to stop this. And it is only through law enforcement that if we reinforce the law and everybody accept, okay, they will be able to stop this or reduce the killing of great apes. In cities, I wonder how these carcasses reach the city from the villages, because we have checked all along the road, but surprisingly, we have bush meat sold in town, in cities. Where is it coming from? And how does it pass through the police and everybody with gendarmes on the road? We should be able to collaborate and work together so that we can stop the poaching of these great apes or reduce it drastically. Ok, thank you, Mr. Wilson. Monsieur Tedonzon, par rapport justement au braconnage et l'augmentation de la demande, avec tout ce qui a été dit de la part de Monsieur Wu et de Monsieur Wilson, vous êtes d'accord? Vous partagez le même avis ou bien vous aimeriez rajouter quelque chose? Ok, merci. Je crois qu'il faut qu'on aille un peu dans au fondement de la conservation. Et je peux dire que la conservation a deux volets. C'est-à-dire qu'il y a deux courants de pensée. Il y en a qui pensent qu'on doit conserver les espèces juste parce qu'elles sont ces espèces-là, nous ne savons pas de quoi elles sont différentes. Ça veut dire que le premier courant de pensée pense qu'on doit conserver l'espèce parce qu'elle est spéciale, elle est différente. Le deuxième courant de pensée dit qu'on doit conserver une espèce parce qu'elle joue un rôle pour l'homme. Ça veut dire que ça, c'est la conservation au bénéfice de l'homme. Et pour ce deuxième courant de pensée, on doit conserver une espèce parce qu'il est démontré, il est prouvé que voilà le bénéfice que cette espèce de. Mais nous voulons déjà mentionner que ce braconnage est dû aussi au fait de la perception, que ce soit les... Du premier courant de pensée, peut-être? En fait, je veux dire que le braconnage, c'est dû au fait que ceux qui font la chasse ou bien ceux qui consomment pensent que ce n'est qu'un animal. En fait, c'est cet animal-là qui est au service de l'homme. Ça veut dire que le service de l'homme, c'est dans cette consommation de cet animal. Et aussi par la perception de ceux qui sont chargés de maintenir, de sauvegarder ces espèces. Beaucoup pensent encore que ce ne sont que des animaux. Et que pourquoi mettre une personne en prison juste parce qu'il a tué un animal? Pas le gorille, parce que lui, il ne voit pas le gorille, mais il voit un animal. Et donc, on a encore cette faiblesse-là qui concerne ceux qui font l'activité de chasse ou le braconnage et ceux qui sont censés maintenir la loi ou bien empêcher les gens de chasser ces animaux. On pense que ce n'est qu'un animal ou le lien ou bien le service que l'animal rend à l'homme est assez lointain qu'on ne perçoit pas directement que cet animal joue un très grand rôle écologique qui va au-delà de la dispersion des graines, qui touche aussi la lutte contre le changement climatique parce qu'en protégeant l'habitat,
nous protégeons toute une forêt qui est aussi D'accord, c'est ce qui justifierait donc l'augmentation de la demande selon vous? bien sûr, si d'un côté, il y a l'augmentation du braconnage et de l'autre côté, il y a une faiblesse face à la dissuasion de cette activité de braconnage, il est fort probable que l'activité continue. Mais je pense que si nous sensibilisons ce que ce soit les pouvoirs publics, les communautés et les acteurs qui sont impliqués dans ces activités-là, nous pouvons arriver à hausser la rigueur dans les sanctions et aussi à réduire l'impact sur le terrain de l'activité de C'est très bien vraiment d'évoquer l'aspect sensibilisation là, parce que l'on se rend compte également sur le terrain qu'il y a certaines personnes qui pensent encore que les gorilles, notamment leurs différentes parties en les braconnant, peuvent être utilisées d'un point de vue médical. Alors la question est à M. Mbou. Comment pouvez-vous prévenir le braconnage et faire comprendre à ces personnes-là que en fait, les parties du gorille ne sont pas utilisées en réalité pour la médecine. Donc il est inutile de le braconner d'une manière aussi sauvage. Comment est-ce que vous pouvez le faire pour les prévenir? D'accord, tout à l'heure, je l'ai dit, le braconnage, c'est d'abord un phénomène très complexe à neutraliser. Ça, c'est sûr. Ça c'est très sûr. Mais ce que je dirais, on doit, comme le docteur l'a dit, sensibiliser. Sensibilisation d'abord. Mais à côté de la sensibilisation, il y a un élément qu'on ne doit pas oublier. La chasse et aussi la motivation des chasseurs, c'est aussi la pauvreté. Ça veut dire que s'ils sont encore pauvres, ça les encourage à chasser pour subvenir aux besoins de base. Donc, moi, je proposais la diversité des activités génératrices de revenus. Parce que dans la plupart des zones, vous allez arriver, c'est difficile à vivre. Même les marchés, ça n'existe pas. Même les coins où on peut s'approvisionner en besoins alimentaires de base, c'est compliqué. Les populations n'ont rien comme fertilisant pour enrichir les plantations agricoles. Donc, du coup, les activités génératrices de revenus, moi, je pense que ça peut contribuer à l'amélioration de la lutte contre le braconnage. D'accord. Comme M. Tedonzon l'a précisé, on a vu que les grands singes jouent un rôle important dans les forêts, donc en ce qui concerne la consommation agricole, possiblement. Mais pourquoi est-ce que ce braconnage-là a un impact encore plus loin? Parce qu'on voit la consommation des gorilles et des chimpanzés, de viande de brousse. Qu'en est-il? Pourquoi les consommer? Bon, ça c'est une triste réalité, il faut le dire. Mais ce qui encourage les chasseurs, moi je pense que c'est le prix élevé de cette chair sur le marché. La plupart des gens vont vous dire que sa chair est succulente. Vous comprenez, il y a plusieurs facteurs qui encouragent les chasseurs. Si par exemple, je vends un gorille à 10 000 francs, on vend un gorille à 10 000 francs sur le marché, par exemple, et qu'un chasseur se retrouve bien après à vendre le gorille à 500 francs, êtes-vous sûr que ce chasseur va encore aller chasser? Aussi, c'est nous. Parce que quand vous dites braconnier, on se limite au niveau local. Oh, nous-mêmes, en tant que consommateurs de la viande de brousse, nous sommes des braconniers. C'est nous qui les encourageons. Donc, on doit commencer aussi au niveau des consommateurs. Si on applique la loi telle que M. Wilson l'a dit, avec la répression des infractions, dont la loi stipule que toute personne à qui on retrouve une partie ou un dérivé d'une espèce intégralement protégée est punie d'une amende d'1 million à 3 millions de francs CFA. Oui, mais même malgré ça, malgré cette répression des infractions-là, les enquêtes de Wilded ont montré que ces animaux sont encore consommés dans les villes du Cameroun et ça semble difficile à croire par rapport à tout ce qui a été mis en jeu. Qu'est-ce qui se produit encore? Ça revient à ce que le docteur lui l'a dit tantôt, c'est la faiblesse dans l'application de la loi. Combien de personnes ont été déjà interpellées à payer 1 million de francs CFA ou 3 millions pour avoir obtenu une partie de gorille ou de chimpanzé? D'accord. Si on avait déjà frappé une ou deux personnes comme ça, moi je pense que si on te vend, tu vas refuser. D'accord. Donc la loi est assez souple à votre niveau et c'est ce qui pourrait laisser encore de nombreuses personnes... La mise en application de la loi. Oui, c'est mieux rectifié comme ça. Et vous, M. Wilson, qu'en est-il de la consommation des gorilles et des chimpanzés comme viande de brousse? Yeah, a lot of people have been eating gorillas as bushmeat because they feel that when they eat gorilla meat, they'll have the same power like a gorilla. And they feel that they are nearer to the animals in the forest they can kill and eat. Some people don't know that they are eating their future.
So we need to help to fight against this by encouraging conservation education in all schools in Cameroon. We need to teach conservation education in schools so that people can be able to learn the importance of wildlife and take it serious, and together they protect gorillas in all the forests in Cameroon. Effectivement, Monsieur Wilson, par rapport à toutes ces sensibilisations que vous évoquez là, d'aucuns justifient encore pour poursuivre le braconnage que cela fait partie de notre culture. Mais comment est-ce qu'on peut empêcher cela? Yeah, when we value gorillas and we are killing them, are you sure we will see them tomorrow again? Since it is part of our culture, let us protect the gorillas so that they can ever be there. Yes. Conservation does not say you should not eat at all. You should eat, but knowing that you have to continue to be having these resources tomorrow. When we kill gorillas, 5, 10, 20, 50 gorillas in a year, how many are there left in the forest? There are not many of them. We say gorillas are in danger, which means there are not many of them remaining in the wild. For example, the Cross River gorilla is less than 350 remaining between Cameroon and Nigeria. If you kill all of these animals, you will never see them again tomorrow. So we need to protect them. And I think we need conservation journalists and NGOs like Wild Earth so that they should be able to go into the community and educate people, raise awareness so that people can be able to know and learn to protect gorillas. Hunters are doing it because sometimes they are jobless. Let us provide alternatives to involve them in ecotourism so that together they can be occupied and they forget about hunting. Like what the Limbe Wildlife Center is doing, the Limbe Zoological Garden. We involve the community in a green project where they can be able to harvest grouse and bring to the animal 3 times a week. And we weigh them and pay in kilos, which is helping them now. And it has employed more than 500 family members in that community. So this is great. And also, we need to encourage environmental clubs in schools to raise awareness so that we can be able to learn. And we need to have law enforcement coming in to educate Cameroonians, because the law is hidden until you kill. And when you are caught, that's when they start telling you about the law. The law should be taught in school under conservation education. Through that, people will be able to value gorillas and great apes. So this is very serious. All right. Nous reparlerons tout à l'heure de la loi camerounaise que vous avez tantôt évoquée pour permettre de sensibiliser les uns et les autres quant au braconnage et à arrêter cette activité. Mais maintenant, intéressons-nous un peu en ce qui concerne les maladies. Quels risques encourons-nous en tant qu'humains si nous braconnons et mangeons les animaux? La question à M. Tedonza. Ok. Pour les animaux en général, le risque zoonotique est très élevé lorsque les populations déjà entrent en contact avec ces animaux. Il y a des études qui ont été menées déjà, je prendrais dans les eaux du Cameroun, Limbe Wildlife Center, au jardin Zaramefou. Et on s'est rendu compte que les personnes qui travaillaient dans ces eaux-là avaient développé certaines pathologies que l'on retrouvait chez les animaux qui se retrouvent dans les eaux. Et donc, il est clair que le contact humain avec les animaux est déjà problématique parce que les zoonoses sont des maladies que l'on peut contacter chez les animaux ou bien que les animaux peuvent contacter venant de l'homme. Et donc, par souci de précaution, il n'est pas bon que ces maladies se développent chez l'homme surtout, ou que l'homme puisse transmettre des maladies aux animaux que peut-être leur code génétique n'est pas habitué et ça pose une pandémie. Nous avons vu
nous nous souvenons de la pandémie d'Ebola, Covid, qui ont des origines Animal. animales. Donc, nous avons dans ce contact, nous avons aussi la consommation. Il y a des maladies que l'on peut attraper en consommant, et il y a d'autres qu'on peut attraper juste en se rapprochant de, et même en étant même dans l'environnement. Parce que on avait aussi trouvé il y a des animaux qu'on a retrouvés morts en forêt sans qu'on puisse les expliquer exactement. Les causes de leur mort. D'accord. Par souci de précaution, on ne voudrait pas revivre je dirais des catastrophes que celles que l'on a vécues au Libéria avec Ebola, au Congo et tout récemment avec Merci. Nous restons toujours dans l'aspect sensibilisation. Donc, monsieur, par rapport à cela, que pouvez-vous dire des maladies zoonotiques Non, parlant des maladies zoonotiques ou des zoonoses? Des zoonoses, il faut comprendre le risque. Moi, je pense que les chiffres peuvent éveiller les populations à comprendre que c'est très dangereux parce qu'aujourd'hui, 75% des maladies émergentes chez les hommes proviennent des grands singes. 75%. Mais le public semble ne pas le connaître. Oui, c'est ce que je dis que peut-être les chiffres peuvent les éveiller. Que peut-être seulement 25% des maladies chez l'homme maintenant proviennent peut-être des fièvres qu'on connaît, mais 75% proviennent des grands singes. Étant donné, il a été démontré qu'il y a 25 types de parasites, 9 types de virus et 8 types de bactéries inventoriés dans la viande de brousse. Vous pouvez imaginer, les virus, parfois on n'a pas les antirétroviraux. Oui, justement, c'est très grave ça. Vous pouvez comprendre c'est que le risque qu'on court en consommant la viande de brousse, dans les chiffres, dans la sensibilisation, je pense que ça peut parler plus. Et comme M. Wilson l'a dit, on peut avoir des fièvres, on se retrouve avec plus tard, on dépense énormément, on ne sait pas ce qu'on a. Donc attention à la viande de brousse, vraiment, faisons très attention. Intéressons-nous à cet effet en ce qui concerne la législation camerounaise. La loi phonique est actuellement en cours de révision, notamment en ce qui concerne la criminalité liée aux espèces sauvages. Dans quelle mesure l'adoption de cette loi pourrait contribuer à des progrès importants selon vous? D'accord, merci pour la question. Moi, je dirais que la révision de la loi n'est pas récente. Ça date déjà peut-être pas moins de 10 ans. Et il faut comprendre cela. 10 ans en cours de révision? Oui, moi, ça ne date pas de moins de 10 ans que la loi est en cours de révision. C'est en cours de révision. Donc, en ce qui concerne l'aspect de la loi, moi, je dirais il faut travailler avec avec la mesure, nul n'est censé ignorer la loi. C'est ça qui peut marcher. Parce qu'aujourd'hui, les travailleurs et les non-travailleurs maîtrisent la loi du travail au Cameroun. Pourquoi alors les populations ne peuvent pas maîtriser la loi sur la faune pour savoir les infractions, qu'est-ce que je ne dois pas faire, qu'est-ce que je peux faire, quelles sont les sanctions aux contrevenants. Donc moi, je dirais, si les choses doivent marcher concernant la loi, il faut la mise en application vraiment stricte de cette loi. Sans ça, ça ne va pas marcher. C'est une loi qu'on est en train de réviser. Ça veut dire que c'est une loi qui a existé. Si ça n'a pas marché, on doit voir qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est la flexibilité de la mise en application. Là, il faut rendre les choses un peu plus strictes. Et au cas où on arriverait avec beaucoup de chance à l'adoption de cette loi finalement révisée, quelle serait son importance? Là, sur son importance, ça serait la pression va diminuer sur les espèces animales. Ça, je vous l'assure. La pression va diminuer. D'accord. Monsieur Tédézon, comme l'a si bien précisé Monsieur Wilson et Monsieur Ngou également, article 0, nul ne serait censé ignorer la loi. C'est d'abord le principe le plus important. Et il souligne également la vulgarisation aux différentes couches sociales, notamment aux communautés locales, qui doivent être principalement impliquées. Vous voulez commenter quelque chose à ce sujet concernant la loi? Peut-être? Justement, je me dis que si nous révisons la loi et que nous ne l'appliquons pas, il est fort probable que l'on retombe dans le même problème qui a posé cette révision. C'est-à-dire que nous devons déjà être conscients de pourquoi est-ce que les populations des grands singes ou de la faune en général continuent de diminuer. Est-ce que c'est parce qu'on a appliqué la loi? Est-ce que c'est parce que les sanctions sont assez faibles au point où elles ne parviennent pas à dissuader
les trafiquants. Parce que si je prends l'exemple des grands singes, les grands singes sont exploités et commercialisés hors des limites du Cameroun. Dans le trafic, dans les saisies des grands singes qui ont été faites, vous allez retrouver des crânes, vous allez retrouver les ossements, vous allez retrouver les dettes. J'imagine que c'est aussi pour extraire les crânes. Donc, si un trafiquant peut vendre un crâne de gorille à 20 millions et que la sanction pour avoir tué ce gorille est de 3 millions, vous comprenez que il n'y a pas vraiment, il n'y a pas match. Donc, ce côté que la loi doit être dure, la loi doit être vraiment dissuasive. Pas juste sanctionner 70 000, 300 000, 1 million comme on voit souvent. Vraiment, elle doit être dissuasive. À cet effet, d'ailleurs, il y a une procédure de renforcement de ces lois. Et selon le décret présidentiel signé le 27 juillet 2020 relatif à l'adhésion du Cameroun à l'accord gorille sur la conservation des gorilles et leur habitat, est-ce que cela va donc aider? Bon, vous savez, le gorille, déjà, il y a beaucoup d'accords qui contribuent à la protection des gorilles, des grands singes. Parce qu'au niveau international, nous avons le statut des gorilles qui est classé par l'UICN comme des grands singes, pardon. Les grands singes sont classés comme soit en danger critique d'extinction ou en danger. Et la CITES, qui est la Convention internationale pour le trafic des espèces fauniques et de faune, classe les grands singes comme en catégorie P ou catégorie D. Mais si nous revenons au Cameroun, les grands singes sont classés à classe A. Ça veut dire que les espèces qui sont intégralement protégées. Maintenant, l'accord gorille, parce que vous avez, lorsque j'ai présenté la distribution des grands singes, ces grands singes sont localisés presque dans un endroit. Ça veut dire que l'accord gorille est là pour appeler les États à pouvoir réunir les efforts pour conserver ces animaux. Parce qu'un trafic qui se fait de manière internationale va traverser des frontières. Et si nous ne sommes pas réunis, il sera difficile pour un État qui constate un trafic de crânes de gorille qui passe la frontière du Cameroun de pouvoir intervenir. Ça veut dire que pouvoir contacter peut-être le Cameroun pour pouvoir prendre des mesures pour que ce trafiquant soit arrêté, soit mis aux arrêts. Donc, déjà, il y a cet aspect de collaboration qui va être mis pied, mais qui va être accentué parce que le trafic se fait de manière internationale. Et aussi, ce pays, notre Cameroun fait partie du bassin du Congo où les gorilles, particulièrement les gorilles de plaine de l'Ouest et les chimpanzés de sang sont localisés. Et donc, si nous voulons protéger l'habitat, il faut que tous ensemble, nous puissions mettre sur pied des collaborations fortes qui permettent déjà une exploitation durable des forêts afin de ne pas détruire l'habitat de ces grands singes parce que ces forêts, en même temps, sont utilisées par les hommes parce qu'ils prélèvent du bois, mais aussi les chimpanzés et les gorilles y vivent. Donc, si nous voulons prélever du bois, il faut qu'on pense que cette exploitation doit non seulement permettre à la forêt de se régénérer, mais elle doit aussi permettre aux grands singes de survivre. Donc, ces différents accords-là vont permettre de développer des stratégies au niveau sous-régional pour permettre une conservation de manière générale de l'habitat des grands singes. Merci, c'est bien que vous préconisiez avec insistance l'écotourisme comme solution également à tous ces maux-là que nous rencontrons. Quand on voit le potentiel, monsieur, écotouristique des grands singes dans des pays comme l'Ouganda, par exemple, qui en fait a une attraction nationale touristique, pensez-vous que la promotion des grands singes
et de l'écotourisme pourrait être une solution afin de mieux protéger cette espèce-là et surtout d'améliorer la perception que les populations ont de celle-ci. D'accord, moi il faut d'abord revenir sur le tourisme. Aujourd'hui, le tourisme constitue une importante industrie, générant près de 10% du PIB au niveau mondial. Maintenant, à l'échelle, à tous les niveaux, on constate que le tourisme, ça peut générer des emplois, que ce soit pour les peuples autochtones, pour les populations locales, même les femmes. On constate également que le tourisme, ça peut booster certains secteurs de l'économie, l'agriculture, le transport. Parce que qui dit tourisme dit déplacement. Les bâtiments également, qui dit tourisme, il faut les logements et autres tout. Donc, sur cet aspect des choses, si les revenus du tourisme sont gérés, vraiment, sont bien gérés, je pense que ça peut aider à améliorer la coexistence entre les populations locales et les grands singes, étant donné que l'une des causes du braconnage, c'est la consommation de la viande de brousse, c'est-à-dire la pauvreté. Moi, je pense, à mon humble avis. D'accord. Nous allons donc passer à la phase solution parce que, au regard de tout ce qui se passe, c'est très grave et il est temps pour nous de réagir et de mettre en commun tous les différents acteurs, comme vous l'avez si bien souligné. Monsieur Wilson. Okay, I still wanted to add something Yes. on the tourism sector. Because when we encourage ecotourism for the great apes, we are going to give more value to these animals, and the local people will understand. And also, the local community should benefit from it, because ecotourism goes alongside with the benefit. If we encourage people to protect gorillas in their forests, tourism should be able to be posted that people visit, and when they pay in money, royalties or incentive, percentage should be given to the community. Through that way, they will be able to work together with us and to protect this animal. Also, the local people there should be employed as tourist guide to help explore, show them the area they best know where they can find these great apes. Like it is happening in Uganda, as you have mentioned. And if we continue to do like that, we are giving value to this animal, and people will tend to like them because they are benefiting from it. They don't just see it as bushmeat, because for now they just look at it to be bushmeat, and they don't know that it is flagship species that can bring in money to them, not just killing the animal. When you kill the animal, it takes a long time for another one. Gorillas mature between 8 to 15 years. It's a long time before it can have a baby. And its lifespan is between 40 to 50 years and above in captivity. But in the wild, they don't know their fate on daily basis because hunters are always chasing them. If you touch very hard, you can live up to 20 years or 25 years, which is not good. Et vous, Monsieur Ngou, un dernier mot de fin. Moi, je pense qu'au regard de l'importance des grands singes et l'urgence, je fais appel à l'urgence de la conservation de ces espèces que la consommation, étant donné que la disparition de ces espèces, hormis la disparition de nos forêts, contribue également à la disparition de l'identité culturelle de certains peuples. Merci beaucoup. Et vous, Monsieur Wilson, un dernier mot de fin à tous les téléspectateurs qui nous écoutent pour les sensibiliser. Yeah, I want to call on everybody to join hands to protect great apes, to protect gorillas and chimpanzees and wildlife in general. Together, we can protect them. Please, do not eat great apes. Eating our future is not good. Animals are important for education. We need them. We need them for tourism. We need them for our culture, please. I know you know that these animals are not many, and you find it difficult to see it as compared to 50 years behind, where we used to see this animal. We used to hear their voices behind our backyard, behind our houses. Yes. But today, we don't hear it. People are asking us, where are elephants? Where are lions? Where are giraffes? Where are gorillas? Where are chimpanzees?
we don't see them. We should protect wildlife. We should protect wildlife. Merci à tous nos invités, Monsieur Ngo Amadou, membre de l'Association camerounaise de primatologie, Dr Tédéronzon, Luc Rosselin, spécialiste en écologie des grands singes, membre du groupe des spécialistes des primates de l'UICN, et enfin Monsieur Até Wilson, vétérinaire des primates au jardin zoologique de Limbé. N'hésitez pas à poursuivre cette discussion sur nos réseaux sociaux et à suivre le fantastique travail réalisé au quotidien par des organisations comme l'Association camerounaise de primatologie et le Limbé Wildlife Center en visitant leurs différentes pages sur les médias sociaux. Partagez avec nous des idées de solutions ou d'astuces qui pourraient aider à mieux protéger les grands singes au Cameroun. Et rendez-vous le mois prochain pour le prochain épisode de Wild Cameroon. En attendant, n'oubliez pas de protéger nos forêts et les animaux qui y vivent.